Bon vendredi et bienvenue à cette dernière présentation de Friday Night Sports Machine avant les vacances. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui. Vers la fin, nous allons rejoindre notre chroniqueur boxe. Il est bien connu dans le milieu de la boxe, c'est un entraîneur réputé. Il est question de parler de choses et d'autres avec lui. Nous serons avec Ross Amber par voie téléphonique. Et plus tard aussi, tout juste après ma première invitée en studio, nous serons avec un autre chroniqueur, cette fois pour parler de hockey et de la finale entre le Canadien et le Lightning. Il viendra nous présenter son bilan. Nous serons avec Bob Sirois, un ex-Flyers de Philadelphie et également Capitals de Washington. Mais tout d'abord avec nous en studio, c'est une entraîneur qualifiée. Elle est également modèle. Elle a une longue histoire qui la précède. Et comme je vous le dis, elle est très qualifiée. Donc, avec nous en studio, Sarah Latour. Bonjour, Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Bien content de te voir avec nous, surtout que c'est la dernière représentation avant les vacances. Des projets pour cet été en passant? Je vais prendre ça relax. Oui, parce qu'il faut le dire, tu es enceinte. Oui, exactement. Déjà bientôt, 4 mois? Oui, bientôt 4 mois. Donc, ça veut dire octobre. Non, je suis due pour janvier. Ah, OK, ouais. Bon, ben, c'est quand même assez loin. J'ai fait un mauvais calcul, je suis pas bon en maths. Donc, tu es entraîneur et tu es spécialisé, surtout pour les femmes, oui, exactement. en perte de poids et en maintien de poids santé, exactement. Par l'entraînement et aussi par la nutrition. Ma première question, je vais commencer un petit peu à l'envers aujourd'hui. Parfait. Moi, je pense que c'est un outil de premier plan, c'est la balance. Oui. Pour obtenir de bons résultats et rester focus, qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Ça prend de la constance. Ouais. Dans le fond, il faut commencer en quelque part. Il ne faut pas avoir peur de commencer. C'est juste de toujours donner le petit peu qu'on peut donner à tous les jours, puis de le maintenir. Ça va toujours être un petit peu plus grand à toutes les fois, puis c'est comme ça qu'on va obtenir des résultats en restant constant de cette façon-là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme chez les alcooliques? C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas pris la décision, ouais. tu n'arriveras pas à des bons résultats. Et quand la décision... Et toi, comme tu me l'as si bien dit, j'ai beaucoup aimé ton approche. Tu dis que l'aspect psychologique, c'est là-dessus que tu travailles en premier, parce que c'est là que ça se joue. Exactement. Surtout chez les femmes, on a un fameux problème justement avec le poids qu'on voit sur la balance. C'est toujours ça notre struggle, mais il faut pas s'arrêter à ça parce qu'il faut vraiment penser au-delà de ça, puis aller avec qu'est-ce qu'on est capable de donner à tous les jours pour justement garder une constance, puis d'aller au-delà de ce qu'on est capable, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, mais on est capable de beaucoup plus réellement. Il faut viser la stabilité, je crois, plus que de faire ça. Oui, exactement. Comme tu vois des gens qui ont une grosse perte de poids trop rapide et après ça se découragent, ou le système, je pense, se met en mode économie. Oui, exactement. On peut facilement tomber aussi en carence si on vient à trop se restreindre les régimes, les diètes. Je suis pas pour ça. On sait que on peut avoir un court résultat, mais on va souvent le reprendre en double parce que c'est pas un mode de vie qu'on va adopter par la suite. C'est juste sur un court laps de temps. Donc, moi, je suis pas pour les diètes. C'est vraiment d'aller constamment changer tranquillement nos habitudes. Puis c'est vraiment à la longue, à force d'apporter des petits changements qu'on va obtenir des bons résultats dans une perte de poids. Ce qu'on entend fréquemment, c'est que le mot diète ne veut pas dire privation. Non. C'est d'aborder les aliments de façon différente. Et encore là, d'après moi, c'est sur cet aspect-là que tu joues. Exactement, beaucoup. Je vais vraiment aussi de façon positive parce que j'ai appris, au-delà de ma perte de poids, que toutes les actions qu'on va se donner à notre corps, si on le voit de façon négative, ben le corps va réagir de façon négative. Donc, exemple, quand on est rendu puis on se dit « OK, ben je vais me récompenser, je le mérite parce que j'ai fait des efforts », ça, si tu gardes ce mindset-là, c'est bon, mais la minute que cheat un petit peu, puis là, les récompenses sont plus fréquentes. C'est ça. Puis si tu viens à dire, ah ben là, c'est sûr que ce cheat-là, c'est pas très bon pour moi, je vais engraisser, ben là, tout va suivre de façon négative parce qu'on va se le mettre négatif en partant. Fait que les répercussions sur le corps vont être négatives aussi. Si tu faisais un pourcentage entre l'aspect psychologique et l'action de manger moins et de faire de l'entraînement, et ainsi de suite, tu mets quel pourcentage sur chacun des deux côtés? Je dirais l'aspect psychologique à 70% facilement. Ah oui? Oui, c'est surtout chez les femmes. Moi, je vais parler par expérience personnelle. Parce qu'on le sait, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, c'est vraiment dans l'aspect psychologique que la femme va aller trouver sa constance parce qu'il faut qu'on se parle. Plus émotive que l'homme, donc porté à se garrocher en bon québécois. Exactement. Ça, puis avec nos fameux cycles hormonales, les hormones jouent beaucoup là-dedans. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec ça puis garder justement un minimum de constance pour avoir des résultats sur un long terme.
Oui, la stabilité. Ouais. Moi, je veux ton point de vue, parce que ça, c'est un peu controversé. Du point de vue culturiste, c'est qu'on ne mange que seulement des protéines, spécialement avant les compétitions, là, les 2-3 semaines qui précèdent. Mais toi, ce que tu enseignes, parce qu'il faut quand même un certain équilibre, il ne faut pas que ce soit trop sévère, et des hydrates de carbone, ça en prend. Oui. C'est quoi ton point de vue, hydrates de carbone versus protéines? Ben, c'est sûr que... Et combien de protéines ça prend, disons, pour une personne de 200 livres? En termes de portions, c'est sûr que ça va toujours dépendre vraiment de ce que la personne va faire. Comme exemple, moi, je suis une coureuse. C'est mon sport fétiche, c'est la course. Donc, j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydrates de carbone parce que je vais brûler plus d'hydrates de carbone justement quand je pratique mon sport. Mais quelqu'un qui fait du culturisme, donc des poids et compagnie, il veut aller surtout... Très musclé, donc. C'est ça, il veut surtout travailler sa masse musculaire, donc c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'un surplus de protéines, justement, pour aller nourrir ses muscles. Mais il a quand même besoin d'un apport en hydrates de carbone aussi, parce que ça retient justement l'eau dans le muscle. C'est quoi ton conseil pour une femme qui a un embonpoint quand même assez important? Le premier conseil que tu donnes, outre le fait de prendre la décision et de comprendre ses bébites, parce qu'il y a des bébites psychologiques qui nous poussent à manger. Je veux dire, on va appeler un chat, c'est comme ça que ça se passe. Mais le premier conseil que tu donnes à une femme qui est peut-être loin de l'entraînement, qui veut reprendre aussi l'entraînement là-dedans, agrémenter le tout, pas seulement sa diète, c'est quoi tu dis à tes clientes habituellement en premier? De s'accepter comme elles sont actuellement. OK. C'est vraiment important d'avoir une estime de soi pour commencer parce qu'on doit s'aimer pour le faire pour soi-même. Parce que si on s'aime pas, ça va encore là être sans queue ni tête. On n'aura pas de résultat parce qu'on fera pas attention à soi. C'est ça. On fera pas attention à soi. Il faut vraiment le faire vraiment dans l'optique qu'on veut prendre soin de nous parce que c'est dans le fond notre corps, c'est la seule place qui nous appartient réellement. Donc on veut prendre soin de nous. Puis c'est de cette façon-là, en apprenant à s'aimer, qu'on vient à avoir justement... Encore là, l'aspect psychologique. Et tout est rapporté toujours à l'estime de soi. Et faire une diète et s'entraîner, c'est faire attention à soi. Donc, par contre, j'imagine que certaines personnes ont de la difficulté à aller dans le bon sens à cause de ça. Oui, c'est ça. Moi, l'estime de soi défaillant. Quand j'ai des clientes qui ont un important surplus de poids, je vais leur recommander de commencer avec de la marche. Parce que c'est quand même facile, c'est accessible à tous. C'est ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des 5 minutes au début, puis c'était suffisant. J'étais épuisée par la suite, mais je continuais à tous les jours. Puis c'est ce qui m'a permis justement de trouver ma constance là-dedans. Puis à un moment donné, d'être capable de me dire, bon, ben là, je suis capable de donner plus, donc je vais donner plus. Puis là, je me lance dans l'entraînement. La marche n'était plus assez, je me suis mis à courir, mais... T'entraînes-tu même enceinte? Oui, j'ai encore des clients. Tu vas t'offrir ça jusqu'au 8e mois, quoi? Pas mal, je suis pas mal certaine. J'ai pris un repos de course parce que j'ai quand même un début de grossesse à risque, mais à partir de 15-16 semaines, là, je peux recommencer. Pas trop traumatisé par la prise de poids? Ça, c'est sûr, c'est mon petit struggle. Mais je sais que je construis un petit être humain, donc ça passe. C'est tellement beau. Et une femme enceinte, moi je dis toujours, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Je veux dire, ça paraît dans tes yeux, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre société avec les personnes âgées. Maintenant, je t'ai demandé de me parler du pourcentage hydrates de carbone et protéines et tout ça. Maintenant, si on fait la même chose, entraînement, diète, est-ce que c'est du cas par cas ou toi tu dis, regarde, c'est 50-50? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Entraînement diète, c'est sûr, tout se passe beaucoup plus dans l'assiette, puis dans la façon que tu vois qu'est-ce que tu manges versus l'apport que tu vas faire en entraînement physique. Fait qu'à ce moment-là, je vais dire vraiment un 80% sur l'alimentation puis un 20% sur l'exercice physique parce que vraiment, on a un bon... Parce qu'on n'est pas des culturistes non plus. Non, c'est ça. On s'en va pas dans une compétition. C'est ça. Puis comme que je dis, j'entraîne pas des athlètes non plus, j'entraîne monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est vraiment de prendre cette optique-là. Tu sais, je vais faire un bilan avec la personne, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi son mode de vie à la base, puis qu'est-ce qu'elle aime faire comme activité, puis je vais aller vraiment avec elle regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aller justement trouver des petits bonus là, pour qu'elle puisse juste inclure tranquillement dans sa routine un petit peu plus d'activité physique, puis l'alimentation, c'est sûr, c'est la clé. Fait qu'ils m'envoient les photos de leur assiette, puis on parle. C'est bon ça. Un autre point important, je pense, dans la stratégie, manger tardivement.
Très compliqué aussi par les gens qui ont des roches de sucre, comme on dit. Ouais. Je pense qu'il faut se diriger vers les cannes de thon là-dessus. Mais ton point de vue sur le fait de manger tardivement, ça c'est vraiment se mettre un bâton dans la roue. Et c'est difficile pour les gens qui travaillent le soir ou la nuit. Ça, c'est sûr. Moi, je dirais, je conseille en fait à tous mes clients, quand ils sont rendus dans le fond le soir, 2 heures avant de se coucher, de ne pas consommer rien dans le fond de nourriture. Parce que quand on dort, on veut que le corps fonctionne principalement pour récupérer de notre journée. Et non pas pour digérer. Et non pour digérer, exactement. Puis souvent, certains aliments vont se digérer plus vite que d'autres. Donc, si tu as vraiment une fringale, je vais recommander des aliments qui sont plus faciles à digérer rapidement, mais c'est encore là, c'est mieux de donner un repos à la digestion pour justement que le corps ait la fonction numéro 1 de prendre sa récupération dans le fond pendant le sommeil. Donc, tu n'es pas d'accord, à moins que ce soit pour, mettons, quelqu'un comme moi qui s'entraîne à faire des poids et haltères, une portion de protéines avant le dodo. Tu es pas pour ça, toi? Surtout pas un shake? Ben, ça dépend. Encore là, ça dépend parce que ça va quand même activer ça va activer quand même la digestion. Mais exemple, on s'est entraîné le soir, puis avant de, mettons, c'est dans notre routine avant d'aller se coucher, ben là, je recommande quand même de prendre un shake de protéines pour aller nourrir les muscles qu'on vient de brûler dans le fond parce qu'ils ont besoin quand même de nutriments. Oui, on brûle des calories aussi pendant le repos. Donc, c'est ça. Donc, l'action principale à ce moment-là, ça va être pour aller nourrir les muscles qu'on va avoir brûlés juste avant de s'entraîner. Oui. Mais juste de manger avant de se coucher comme ça, sans avoir rien fait, ça vaut pas la peine parce que le corps va juste digérer au lieu de se reposer. Comme on le dit aussi, ça dort bien après un bon spaghette. Hein? Pour ceux qui ont de la difficulté à dormir, peut-être ça peut être un truc, mais à long terme, ça va être... Non, c'est ça. À long terme, on n'a pas vraiment une bonne solution. Maintenant, toi, ce que tu m'as dit en pré-entrevue, tu travailles sur le changement permanent. Oui. Encore là, l'aspect psychologique. Tu me dis quoi sur la question du changement à long terme? Sur le long terme, ben, c'est sûr que c'est toujours donné... Le point sur lequel tu travailles le plus, là. C'est vraiment là, de donner des petits pas à tous les jours pour avoir justement une constance là-dedans. Puis c'est après ça, c'est de regarder d'où ce qu'on est parti parce que on s'en rend pas compte à force de le donner à tous les jours. Moi, quand j'ai commencé, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que j'ai commencé avec des 5 minutes. Puis à un moment donné, mes 5 minutes se sont transformées en 10 minutes, en 15 minutes. Oui. Puis maintenant, je peux facilement courir un demi-marathon sans problème. Wow. Donc, je te suivrai en voiture, je serais fatiguée, ça va pas bien, ça va? C'est sûr, mais c'est ça. C'est vraiment de donner un petit pas à tous les jours, puis le petit pas, il va juste augmenter par la suite parce qu'on grimpe tranquillement un échelon. Puis ça veut pas dire que si on fait face à un échec, qu'il faut s'arrêter puis qu'il faut régresser. Au contraire, il faut le voir comme une leçon pour juste progresser encore plus par la suite. Maintenant, un mot. Quelles sont tes phrases clés quand on parle de voir les aliments différemment? Qu'est-ce que tu dis à tes clients et surtout à tes clientes qui doivent composer avec, comme tu le dis, des fringales et tout ça, et que tu joues sur l'aspect psychologique? Je dis, il faut voir les aliments différemment. Quelles sont tes phrases clés sur ça, Sarah? Ben ça, là-dessus, moi, je dis qu'on nourrit notre corps avec des bons aliments. Fait qu'il faut choisir quand même des choses qui sont bonnes pour notre système. Donc, c'est sûr que si... Ça, c'est difficile à emmagasiner ça comme idée. C'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on va manger, mettons, de la malbouffe, ben on se sent pas nécessairement bien après si on en mange quotidiennement. Parce que pour la simple raison que c'est pas des bons aliments, c'est pas des bons nutriments. T'as pas autant de couleurs dans ton assiette. Moi, je vais vraiment référer mes clients de manger coloré parce que c'est vivant, ça donne de la vie, puis ça donne un boost, justement. On mange avec les yeux un peu. Donc, quand on voit que c'est beau puis c'est coloré, on a plein d'apports en nutriments qui sont assez complets. Généralement, je recommande 5 couleurs dans l'assiette. Comme ça, on a vraiment un potentiel de beaucoup d'aliments puis d'enzymes pour une bonne alimentation saine. Et les enzymes sont importants. Oui. Parce que ça va aider à évacuer, tu engraisses moins à cause de ça. Es-tu d'accord avec le fait de boire en mangeant? Ça, non. Il y en a qui y a 2 différentes théories là-dessus. Toi, tu es contre. Moi, je suis contre parce que je préfère, dans le fond, boire un verre d'eau avant, manger. Qui coupe la faim. Oui, exactement. Ça coupe quand même un petit peu la faim. Okay. Ça va réduire, dans le fond, l'appétit. Oui. Donc, surtout pour les personnes qui veulent perdre du poids, je leur recommande toujours, là, une demi-heure avant le repas, de prendre un verre d'eau de 500 ml, ben, 1 à 2 verres d'eau. Comme ça, ils sont en mesure là, de bien manger le repas puis de digérer parce que le corps commence déjà avec l'eau à avoir ses fonctions là, pour... un liquide chaud après le repas, parce qu'il y en a qui disent que les Asiatiques ne sont pas gros, parce que justement, il y a toujours un liquide chaud après. Ouais. Tu recommandes ça exactement? Je recommande un thé vert également parce que ça fonctionne. Ben moi, dans mon cas, moi personnellement, ça a fonctionné. Un café? Moi.
Ben, pas nécessairement un café, mais c'est sûr que je vais prioriser, exemple, au lieu de prendre un pré-workout, je vais dire prends un thé vert ou prends un café. Okay. Puis encore là, le café, ça dépend comment on le prend. C'est un café noir qui est 3 idéal. crèmes, 4 sucres, c'est pas l'idéal, non, c'est ça. C'est sûr que... C'est mieux café noir ou un thé noir ou thé vert. Je t'envoie une phrase et oui. tu me fais un commentaire. Parfait. Rien ne peut arrêter celui qui a pris la décision. Ça, parce que toi, tu es passé par là. Ça, je suis 100% d'accord parce que croire en soi n'a aucune limite. Et puis, régler le problème dans la tête, c'est la base de tout. Tu me dirais quoi? On en a déjà parlé au début de l'entrevue. Mais je pense que c'est là que ça se passe pour certaines personnes, surtout ceux qui ont un très gros embonpoint, je dirais. C'est vraiment de s'accepter puis d'apprendre à se valoriser en tant que personne parce qu'on le mérite. T'sais, on va commencer à s'entraîner pour soi parce que justement, on mérite de prendre soin de soi. Ce qui est triste aussi, ce qu'on remarque parfois, je pense surtout chez les hommes qui s'entraînent en puissance, en force, et la mentalité, c'est de lever pesant, c'est que si tu t'entraînes fort, mais que tu manges de la pizza constamment, tu n'arriveras pas à du succès point de vue conditionnement physique. Je pense que ça, c'est une morale aussi à... T'as beau t'entraîner, il y a des gens aussi qui disent « je vais m'entraîner plus, je vais manger une pointe de pizza de plus ». Erreur. Non, c'est pas nécessairement bon parce que moi, je l'ai fait un peu justement oui. en m'entraînant pour des Ironman. Je me disais, bon, ben je vais manger tout ce que je veux parce que de toute façon, je m'entraîne 20 heures par semaine. Tu as fait des Ironman? Ben, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Oh, wow. J'ai eu un petit accident à la main puis j'ai encore des séquelles quand c'est humide. T'es tombé? Non, j'ai reçu un coup sur la main qui a fait que ces deux doigts-là, ils ont vraiment flippé. Donc, j'avais une jointure de déplacée, une jointure de cassée. Donc, j'ai pas terminé. J'ai fait la moitié du parcours à vélo, mais j'ai dû arrêter parce que justement, ma main ne fermait plus. J'avais une main gros comme un pamplemousse. Avant-dernière question, comment ça se passe une consultation avec Sarah Latour? La personne qui va te voir, peut-être qui écoute ça, puis qui n'ose pas, parce que le premier pas, c'est de oser, c'est comme dans n'importe quoi. Quand on te consulte, étant donné que c'est du cas par cas, comment ça se passe? Généralement, c'est un appel téléphonique où je vais analyser un peu le profil type de la personne, puis je vais parler avec elle pour voir comment qu'elle se sent, elle, au travers de tout ça, comment qu'elle se sent elle-même face avec elle-même. J'établis un petit bilan sur la nutrition de semaine, la nutrition de fin de semaine, parce que souvent c'est variable. Mais reste en soi que je prends environ 1 heure à 2 heures pour parler avec la personne en consultation pour établir vraiment un profil type, pour aller vraiment l'aligner vers qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Et tu as des clients-clientes qui restent avec toi pour un certain temps. C'est pas juste pour prendre 20, non, exactement. Pour perdre 20 livres. Non, exactement. La plupart de ma clientèle, c'est sur du long terme, plus de 6 mois. J'ai des bons, si j'en ai une, elle a perdu 50 livres, j'en ai une autre qui est rendue méconnaissable. C'est des transformations que je fais parce que je suis accompagnée. Parce que tu es modèle aussi. Oui, exactement. Je veux dire, c'est quelque chose. Tu as perdu vraiment beaucoup de poids et maintenant, en plus d'être une athlète pratiquement accomplie, tu es modèle. Moi, je vais te dire une chose. Je vais te souhaiter un bel été. On va se voir prochainement sur une autre émission où on pourra faire vraiment le parcours de toute ta vie qui, selon moi, est une influence sur les gens parce que tu as vraiment fait de belles choses pour en arriver où tu es. Et je vais te souhaiter évidemment un beau bébé, mais ça, je vais avoir le temps de te le dire. On va se revoir prochainement. Et ça paraît beaucoup que tu fais ça avec passion, tu t'exprimes très bien. Merci je suis bien certain que les gens qui ont entendu ça vont être influencés. Si on veut te rejoindre maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sûr, je suis plus accessible par Instagram. Donc, mon Instagram, c'est sarahlatour.1. Sinon, par ma page Facebook, qui est aussi sarahlatour.1. Puis, j'ai mon site Internet aussi, qui est sarahlatour.1.com. Et Facebook, Sarah Latour. Exactement. Ça, c'est pas compliqué. Moi, c'est comme ça que je t'ai rejoint. C'est exactement comme ça. Puis, je suis quand même très accessible. Je réponds quand même relativement moi, je peux en aussi. attester. Je veux dire, ça a été très simple, très sympathique et très ouverte aussi. Fait que, bienvenue dans nos émissions, Sarah. Et je te souhaite une belle fin de journée. C'était fort intéressant. Merci On aura beaucoup. la chance d'élaborer une autre fois. Merci beaucoup et bon été. Yes. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre ambiance et compétences, puisque maintenant, à peu près tout est ouvert. On appelle ça le TriStar Gym à Repentigny. Une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit numéro 1 de la Rive-Nord pour vous. On va répondre à vos besoins. Beaucoup d'expérience sur place. Et quand on parle d'expérience, eh bien, le propriétaire qui est également entraîneur sur place, coach Yves Jabouin, pour vous dire, à 31 combats MMA en carrière. Donc, on reste poli, mais il est très, très qualifié.
Donc, ambiance et compétences au TriStar Gym qui est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, on va parler de la série finale qui vient tout juste de se terminer. Série finale quand même qui nous a peut-être laissé sur nos appétits. Mais quel beau parcours du Canadien de Montréal. Nous sommes avec un ex-Flyers de Philadelphie, un ex-Capitals de Washington. Il connaît très bien son hockey. Il était avec nous chroniqueur par voie téléphonique et maintenant nous avons la chance de l'avoir avec nous en studio. Robert Sirois. Bonjour Bob. Bonjour Stevie. Je suis vraiment content de te voir. Très content de te voir. En plus, tu affiches de belles couleurs. Ça paraît que c'est l'été. Tu vas souvent à la plage. Tu as l'air vraiment en forme. La plage à Saint-Adèle est à côté de chez moi. Là, c'est ça. T'en profites. 1 minute et demie de marche et puis ben oui. Un peu de natation, un peu de soleil et puis... As-tu encore mal dans le dos? Pas trop. Non. Non? Non. Mais écoute, l'opération que j'avais eue... En quelle année? En 1982. OK. Ça a tout réglé. Oui. En 82, tu as essayé de faire un autre retour? Oui, je suis revenu au jeu 1 an après, et puis j'avais perdu, à cause de l'opération, la force dans la jambe gauche. Ah, c'est ça que tu m'avais dit. Paralysé. Alors, j'ai décidé de poursuivre ma carrière à ce moment-là en Suisse, en Europe, parce que le calibre de jeu était différent de la Ligue nationale de hockey. C'était aussi payant que la Ligue nationale de hockey, puis je t'ai rendu près de 30 ans. Oui, avec le talent offensif que tu as aussi, tu auras dû avoir du plaisir là-bas. Oui, mais j'ai joué 3 ans là-bas, mais... As-tu croisé Jacques Lemaire là-bas? Ben oui, ma première année en Suisse, c'était la deuxième année de Jacques Lemaire. Mais je ne vois pas contre lui, il était dans la division lui B. Lui était joueur d'entraîneur? Oui. C'est ça, hein? Il était dans la division B, j'étais dans la grosse division. Ça se peut-tu que le nom de son équipe, c'était les Écureuils? Oui, de Sierre. C'est ça, les Écureuils, hein? C'est moins intimidant que les Flyers et les Broad Street Bullies. Un petit peu moins. Elle est bonne celle-là. Qu'est-ce que tu retiens de cette belle finale malgré tout, même si ça s'est terminé en 5? On s'est fait, il faut le dire, surclassé, spécialement dans les 3 premiers matchs. Tu retiens quoi de cette finale-là? Bon, je retiens que, premièrement, c'était une grande surprise de voir le Canadien s'y rendre. Ça, c'est certain. Ils ont eu un très bon début de saison, ensuite une saison... en dents de scie. Oh, beaucoup. Et puis, ils ont recommencé à bien jouer lorsqu'ils perdaient 3-1 contre Toronto. Et je m'attendais à ce qu'il y ait encore des dents de scie, mais finalement, ils ont très bien été. Normal, contre Tampa beaucoup trop fort pour tout le monde dans les... Ben, c'est ma prochaine question, avant de décortiquer complètement le CH. Est-ce que Tampa Bay représente une équipe parfaite? Ben, parfaite, je dirais pas, mais présentement, c'est l'équipe. Écoute, ils ont 2 Coupes Stanley en moins de 9 mois, là. Mois d'octobre, et puis... C'est vrai, on se penserait dans les années 1910. À peu près, là, ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais moi, je n'y étais pas. Peut-être que tu y étais dans les années de... Non, j'ai beaucoup lu, c'est pour ça. Moi, je crois que oui. Ma question, je vais revenir avec le Lightning. Tu dis que ce n'est pas une équipe parfaite. Tu leur vois des défauts? Non, mais écoute, ça dépend de ce que le mot perfection veut dire. Ils n'ont pas de tout. Écoute, ils ont 6-7 joueurs de premier plan. Alors, pas trop d'équipes dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien de Montréal, dans les années 70, avait 6-7 joueurs de premier plan. Des futurs membres du Temple de renommée. Edmonton aussi. Parce qu'il n'y avait pas seulement Gretzky là-bas. Il y avait Messier, il y avait des départs. La preuve, Bob, ils ont gagné la Coupe Stanley en 90 sans Gretzky, sans Paul Coffey et sans Grant Fuhr. C'était pour moi la plus belle Coupe Stanley des Oilers. C'était... Si on veut comparer Tampa est comparable aux Canadiens des années 70 et, c'est fort, et aux Oilers. Ouais. Et puis, écoute, les Islanders, il ne faut pas les oublier non plus. Mais c'est selon moi, la plus grande dynastie, c'est eux autres. Parce que Trottier, Bossé, pas de vin, Billy Smith, écoute, il y avait toute une équipe. Ils ont encore un record du sport professionnel. Ça, je vais informer les gens, ceux qui disent « Ah, les Canadiens. » C'est vrai que les Canadiens avaient toute une formation pour remporter 4 Coupes Stanley d'affilée, ou 5 dans les années 50, et faire la finale 10 ans en ligne. Mais surtout, c'est que les Islanders ont remporté 19 séries d'affilée. Et c'est encore un record qui tient dans tout le sport professionnel entre 80 et 84, parce qu'en 84, ils ont fait 3 rondes pour perdre en finale. Ça faisait 19. C'est ça. Tampa sont à... le Tampa Bay, ça fait 8.
fait 8. 8, on ne sait jamais. Maintenant, question suivante concernant le CH. Moi, je crois que oui. Ça, c'est ma réponse. Est-ce que le CH est à 1 ou 2 joueurs près d'avoir une équipe championne? Et le problème, c'est que si on est à 1 joueur près, ça prend un joueur de concession. Ça va prendre autre chose que du patchage en bon québécois. Qu'est-ce que tu penses de cette formation-là? Est-ce qu'on est proche d'une équipe championne? Je pense pas. Les cartes ont bien tombé cette année. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui sont rendus, qui vont être en perte de vitesse. Les vieux joueurs. Oui, mais qui étaient très importants, très importants dans cette série. Oui. Alors, je pense qu'il leur manque... il manque encore beaucoup. Il manque beaucoup. Et là, on va perdre un défenseur. On va perdre un défenseur avec l'expansion. Oui, puis en plus, les divisions l'an prochain, on ne sait pas comment ils vont être construites. S'ils gardent ça de la même façon, le Canadien devrait. Oui, avec Toronto, là. Oui, devrait ressortir. Bon, suite à ça, Canadiens, Vegas sont arrivés dans leur série complètement fatigués. Et les 7 matchs contre Colorado, là, ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. Je pense que la gaffe de Fleury, ça a été le tournant. La gaffe de Fleury était le tournant. Ça, je suis d'accord avec toi. Comme peut-être le Canadien, le tournant, ça a été dans le match numéro 2, le fameux but à 0,3 secondes de la fin de la deuxième. On en a parlé, toi et moi, dans nos conversations hors d'onde, nos conversations animées sur le hockey. On était d'accord là-dessus, toi et moi. Puis si tu mets un qualificatif, tu emploies un mot pour parler du parcours du Canadien de ce printemps, début été, tu dis quoi? Il y a une part de chance, c'est sûr. Là. Une bonne équipe fait sa chance, mais c'est pas de la chance. C'est du travail, mais ils ont joué des gros matchs. Ils ont joué des gros matchs. Il y avait vraiment l'air à être à la bonne place. Oui. Coupe Stanley. Les Canadiens avaient autant raison d'être là que Colorado, Vegas ou autre. Je vais te nommer quelques joueurs, tu me dis qu'est-ce que tu en penses ou s'ils seront de retour. Stahl. Oui. Stahl, ça fait partie de ce que je te disais. Tu sais, les vétérans qui ont été avec le Canadien pendant les finales de Coupe Stanley, je pense pas qu'ils devraient être de retour l'an prochain. Il faut faire de la place. Oui, c'est ça. Toffoli, qui n'a pas marqué dans ses 9 derniers matchs, moi je le soupçonne de jouer blessé. Est-ce qu'il t'a déçu ou finalement, quand même, tu es heureux du rendement? Le Toffoli qu'on a vu, c'est le Toffoli qui a joué dans la Ligue nationale plusieurs années avant d'avoir une saison de rêve à Montréal cette année. Oui, c'est ça. Donc, c'est finalement pas nécessairement un joueur étoile, mais c'est un joueur utile. Oui, c'est un joueur très utile. C'est ça. Est-ce qu'on reverra Jonathan Drouin à Montréal? C'est de la question à 100$. Non, celle-là qui tue. Oui, OK. Pas de réponse là-dessus. Est-ce que tu le reprendrais? Non, je pense que pour son bien, puis je ne sais même pas ce qui se passe avec lui. Oui, c'est ça. Ça doit être entre les deux oreilles. On le saura un jour. Aller retrouver du soleil quelque part. Tout finit par se savoir. Ah, ben oui. Maintenant, ceux qui nous ont agréablement surpris, il y a Weber et Price qui connaissaient des saisons encore là en dents de scie. Un commentaire sur ces deux piliers? Bon, Price, j'ai jamais été un fan de lui. Mais non, toi, c'est Bernard Parent, on sait bien. Dans les séries éliminatoires cette année, il était à sa place. Oui. Ouais. Est-ce que Philippe Danault a fait taire ses dénigreurs? Ah, moi, j'adore Philippe. Oui, le nouveau Guy Carbonneau. Ben, tu vois, c'est ce que j'ai toujours pensé de lui. Puis on parle pas de style comparable, mais c'est un joueur qui, défensivement, puis est excellent, remporter des mises en jeu. Et puis, quand il est sur le patinoire, il se passe toujours de quoi. Ça, c'est un bon joueur de hockey, c'est quand ce joueur-là, quand un joueur est sur le patinoire et t'entends son nom régulièrement. C'est tellement vrai. Surtout quand tu écoutes un match à la radio. Ah oui, Danault. Et c'est ça. Mise en jeu, dans le coin, les retours. Moi, je le signerais tout de suite parce qu'il est encore bon pour un bon 5-6 ans. Pour quelqu'un, tu connais ça. Tu connais ton hockey. Ben, si je suis d'accord avec toi, je dois connaître ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui connaît le hockey, qui suit ça depuis longtemps, ou toi tu as joué dans la LNH, là, je n'irai pas t'obstiner sur aucun point. Je veux dire, Danault a son utilité vraiment et Danault, par une longue marche. Suzuki m'a impressionné. Caulfield, j'ai des réserves. J'ai des réserves.
Des réserves. Dans quel sens? Sa petitesse? Écoute, ouais. Il y a... On n'y enlèvera pas le lancer qu'il y a, on n'y enlèvera pas la vision du jeu, se déplacer, tout ça. Mais quand tu étais à 165 livres dans la Ligue nationale de hockey... Ça peut finir par te rattraper sur 82 matchs. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il a surpris un peu tout le monde, parce que personne ne le connaît. Mais après un bout de temps, on connaît tous les joueurs dans la Ligue. Et, avant de poser un jugement sur lui, on va attendre une demi-saison. Maintenant, quelques questions rafales, des réponses courtes à mes questions, puisque nous sommes bousculés par le temps. La différence entre le hockey d'aujourd'hui et il y a 40 ans, quand on parle d'intensité dans les séries, est-ce que c'est la même qu'avant? L'intensité, c'est la même. Okay. La différence au hockey, il y a plusieurs différences. Bon, les équipements. Ouais, deux, tu n'as pas de ligne rouge. Ouais. Ce qu'on avait dans notre temps qui ralentissait le jeu. Ralentissait beaucoup le jeu comparé aujourd'hui. Tu sais, les gens disent que c'est beaucoup plus rapide. Normal. Ben oui. Il n'y a plus de ligne rouge. C'est ça. Et puis ça, c'est quelque chose que, quand je suis arrivé en Europe, je me suis aperçu tout de suite que le jeu était beaucoup plus rapide en Europe. À ton avantage. Dans les ligues, dans les grosses ligues européennes, que dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, tu étais toujours arrêté ou ralenti à cause de la ligne rouge. Et en Europe, c'était... C'est ça. Ouais. Question suivante. Est-ce que le hockey est devenu un sport compliqué avec tous ces systèmes de jeu et la patinoire peut-être un petit peu trop petite? La patinoire est trop petite. Oui, parce que les joueurs sont beaucoup plus gros et rapides qu'avant. Les patinoires devraient être de dimension olympique. Parfois, on dirait un match de hockey cossum en gymnase. C'est un match d'échecs. Non, les patinoires sont beaucoup trop petites. On va parler maintenant de l'essentiel pour former un club champion. Au baseball, on dit c'est la ligne du centre. Au hockey, c'est quoi? Au hockey, tu restes encore à peu près la même chose. Mais moi, ce que j'aime voir, puis ce que j'ai aimé voir du Canadien de Montréal cette année, c'est des gros alliés qui mettent de la pression sur les défenseurs des autres équipes. Mais ça te prend des gros alliés. Canadien en avait cette année. Oui, surtout avec Anderson. Exact. Alors, parce que tu vois que... C'est un vrai train. Du moment que tu mets de la pression sur les défenseurs d'une équipe adverse, tu changes le match. Et puis, c'était la force du Canadien cette année. Oui, faut dire. Pour moi, des gros alliés entourés d'un beau fabricant de jeu au comme centre, Suzuki. Ça, c'est une clé. Oui, c'est le genre d'équipe que tu dois construire. Maintenant, tu me réponds par un nom à cette question. Price ressemble à qui du bon vieux temps? À qui? Moi, je trouve Patrick Roy, mais toi, tu dis qui? Non, pas Patrick. OK. Patrick était explosif comme gardien de but. OK. Mais à qui il ressemble de ton époque? De mon époque, je cherche Carey. Bernard Parent était... Un très réflexe, c'est pas pareil. Peut-être un genre de Tony Esposito en plus gros. Ah, c'est bien ça. En plus gros, parce que Tony était... Le meilleur défenseur que tu as affronté, un nom? Denis Potvin. Il fallait pas avoir son hip check, lui, hein? Non. Est-ce qu'il t'a fait un hip check, lui? Je me suis fait ramasser une couple de fois. Même au match des étoiles, on jouait contre eux. En 78? Oui, puis un des rares matchs où les joueurs frappaient, les deux équipes, Denis m'a ramassé d'aplomb, mais il a ramassé tout le monde dans la Ligue nationale. Il ne s'est pas fait frapper par Denis Potvin. Maintenant, le meilleur attaquant défensif que tu as affronté dans ta carrière? Meilleur attaquant défensif. Tu sais que Doug Jarvis était fatigant. Ah, c'est une bonne réponse, ça. C'était fatigant. Moi, toi, fois, je jouais contre le Canadien. C'est ça. Toi, fois, je jouais contre le Canadien, j'avais Gainé à côté de moi, puis j'avais Jarvis au centre. Ça allait pas trop bien. Bon. Je vais te parler de Fred Shero pratiquement en terminant, parce que toi, tu as évolué pour les champions de la Coupe Stanley Flyers de Philadelphie. Fred Le Brouillard avait dit à ses joueurs avant la fameuse finale de 74, en 74, les Bruins qu'ils affrontaient avaient terminé avec les 4 meilleurs marqueurs de la Ligue. C'est quelque chose. Tout près de 400 buts, donc c'était une machine offensive, un véritable rouleau compresseur. Il disait à ses joueurs, la rondelle toujours dans le coin de Bobby Orr, et Gary Dornhoefer, de son propre aveu en entrevue, il a dit, on pensait que Fred Shero était fou de nous dire ça, mais finalement, ils l'ont eu à l'usure.
Tout ça pour te dire que de toujours s'en prendre aux joueurs adverses, les meilleurs, est-ce que c'est encore aujourd'hui une bonne stratégie? Ah oui, la pression sur les meilleurs joueurs, surtout les meilleurs Chicago défenseurs. a fait ça en finale il y a quelques années contre Chara. Toujours dans son coin. Ah oui, il faut parce que faut Encore bon. puis mettre de la pression. Ce que je disais tantôt, les alliés mettent de la pression sur les défenseurs. Oui. Puis habituellement, les meilleures équipes ont les meilleurs défenseurs. Qu'ils soient des défenseurs défensifs ou offensifs, mais presque toutes les équipes. Écoute, quand tu regardes Hedman jouer... Il ressemble à Larry Robinson. Oui, écoute, le Canadien aurait dû mettre beaucoup de pression sur lui. Il sortait du coin de il sortait du coin, la tête bien haute, avec des joueurs à 7-8 pieds, 9 pieds de lui. Là. Jamais dérangé. Non. Il était dérangé 2-3 fois. Mais c'est ça. Pas plus. Dans le même ordre d'idées, de toujours s'attaquer aux joueurs adverses de premier plan, est-ce que toi, les joueurs qui savaient que tu avais mal dans le dos, cherchaient à te donner des coups cochons dans le dos? Non, je suis très chanceux. J'ai été, pour une raison que j'ignore, j'ai été très respecté par les joueurs dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs qui jouaient contre moi. Parce que les gens savaient que tu avais mal dans le dos. Dans ce temps-là, c'était pas blessure au milieu, au haut du corps. Ça se peut, toi, c'était dans le milieu. Fait que... Moi, ça se peut, mais j'ai rarement reçu des... Écoute, je fais le tour de ça, puis j'ai rarement reçu ce qu'on appelle un coup de... Tu sais, des coups salauds, des dardages. Des cross-checks dans le dos, puis pourtant, j'ai joué contre des joueurs qui... aurait pu s'en prendre à moi. Junior, oui, parce que j'ai joué contre Winsec Junior. Junior, on me couraillait. Dans la Ligue nationale de hockey, non? En une phrase, est-ce que le Canadien reprend où il a laissé ou le Canadien commence à perdre des plumes? Écoute, en une phrase. Faut qu'il construise sur qu'est-ce qu'il y a. Oui. Le vrai cœur de l'équipe et non pas l'équipe d'aujourd'hui. C'est ça. Le vrai cœur. C'est qui le vrai cœur, mais là? C'est ça, ça reste... C'est Dano, c'est Suzuki. Ça reste le même noyau. Défensivement, Romanov, tu sais, ton cœur, là, c'est les jeunes qui sont là. Puis les vétérans qui étaient là, qui ont donné un coup de main cette année, il faut pouvoir trouver des remplaçants. Bob, moi je veux te remercier. Bien heureux de t'avoir avec nous en studio. Tu as fait de belles chroniques dans cette première saison. Beaucoup de fierté d'avoir travaillé avec toi. Si tu le veux, comme tu le sais, tu as ta place avec nous pour la prochaine saison qui devrait être entamée en septembre. Je te souhaite un bel été et encore beaucoup de plages. Tu seras encore plus bronzé, encore plus beau bonhomme. Merci Bob d'avoir été des nôtres. Pour pas loin de 70 ans, c'est encore pas pire. C'est bon ça. Tu fais pas ton âge. Merci Bob d'avoir été des nôtres. Merci, revoir. Maintenant, nous allons rejoindre un ami de l'émission, un habitué avec nous. C'est un entraîneur très qualifié, reconnu mondialement dans le domaine de la boxe. Bonjour Ross Enber. Bonjour Ross. Est-ce qu'on est sur haut-parleur? Allô? Oui Ross? Est-ce que tu m'entends? Très mal, mon ami. Est-ce que tu m'entends là? Là, c'est un peu mieux. OK. Bon, 2-3 questions. Je veux savoir où est-ce que tu te trouves présentement? J'ai rien entendu. Je pense que là, tu m'entends-tu un petit peu mieux? Oui, ça rentre, ça sort. Je veux savoir comment tu vas, Ross. Ah bon? OK, on va se reprendre. C'est pas grave, on se reprendra dans une prochaine émission. Je vais poursuivre en terminant. Je vais vous parler justement de cette finale. Je vais vous donner mon point de vue sur la finale de la Coupe Stanley du Canadien. Pourquoi on n'a pas été capable de s'imposer en finale? Est-ce que c'est le Canadien qui ressemblait finalement à une équipe de 18e position ou c'est tout simplement le Lightning qui a fait mal paraître le Canadien? C'est une question qui reste en suspens. Nous aurons peut-être des réponses au camp d'entraînement avec certaines acquisitions qui viendront aider le Canadien. J'ai une pensée pour Pat Maroon. Le gros Pat Maroon qui remporte une 3e coupe d'affilée, c'est quelque chose. Il est béni des dieux. Et la dernière fois qu'on a vu un joueur remporter 3 coupes Stanley d'affilée, eh bien, il faut remonter au temps des Islanders de New York du début des années 80. Et c'est pour vous dire. Et cette finale, moi, je dirais personnellement que c'est un petit peu comme David contre Goliath, mais sans le fameux lance-pierre slingshot en bon québécois. Ça paraissait que le Canadien, il manquait quelques éléments. Et ça a été, je dirais, jusqu'au match numéro 4,
selon moi, là, ça commençait à être une finale plutôt plate, inodore, incolore et sans saveur, qui me rappelait un petit peu la finale de 1998, où les Red Wings de Détroit étaient beaucoup trop forts pour les Capitals et ça avait été un balayage. Tampa, il faut le reconnaître, a gagné cette finale avec un jeu défensif impeccable. Et pour vous dire combien la culture est différente entre Tampa Bay et Montréal, on gagne la Coupe Stanley et le soir même, à 1h du matin, il n'y a plus personne dans les rues à Tampa Bay, alors que ici, ça aurait été un vrai massacre. La ville aurait été littéralement en feu. Et là-bas, à 1h du matin, il n'y a plus un chat, il ne se passe plus rien. Mais il faut dire aussi qu'à Tampa Bay, le hockey est le sport numéro 3. Après le baseball majeur et aussi le football de la NFL. Et pour cause, quand on a Tom Brady pour diriger son équipe et remporter un Super Bowl dès sa première saison, bien ça aide. J'ai bien aimé également un commentaire cette semaine entendu sur TSN Radio, sur la bande AM 690 de Aaron Ward, dans l'émission de Mitch Melnick. Lui, Aaron Ward, qui a remporté 3 Coupes Stanley. Donc, comme Bob, il sait de quoi il en retourne de jouer dans la LNH. Il dit pour l'an prochain, c'est un très bon point, l'expérience acquise par les jeunes. On dit been there, done that. Quand tu es passé par là, c'est une expérience inestimable. Et pour la confiance, et les résultats seront là. 2021, dans le cas du CH, aurait été tout de même une très belle histoire, un très beau parcours dans les séries éliminatoires. On peut dire que le gâteau a finalement levé après le match numéro 4 contre Toronto, puisque Toronto est venu ici nous rosser tout simplement, je pense c'est 4-0 et 5-1 dans le match numéro 3, numéro 4. Et on dit qu'il s'est passé des choses dans le vestiaire, entre autres de la bouche de Corey Perry, de Carey Price, qui ont dit aux plus jeunes, regardez, les opportunités d'aller jusqu'au bout et d'avoir une si belle équipe sont rares, il faut en profiter. Et à partir de ce moment-là, comme je vous le dis, le gâteau a levé, le Canadien s'est mis à bien jouer. Parlant de résilience et de courage et d'imprévus, on peut dire que ça a été une saison remplie de revirements. Maintenant, selon plusieurs, ça ne se fait pas. D'autres disent que ce sont des stupidités qui sont sorties de la bouche du beau Nikita Kucherov, probablement enivré par les célébrations et quelques liquides qui rendent les personnes heureuses. C'est un manque d'humilité qui caractérise rarement un athlète de haut niveau. Personnellement, je n'ai pas aimé ses propos. On pourrait lui pardonner, mais dans le cas de Nikita Kucherov, un ego de mesuré, ça n'aide pas. Et lui, il va apprendre une chose, c'est ce qu'on appelle la loi du retour. S'il fallait que le Canadien affronte en début de saison le Lightning, s'il n'y a plus de division canadienne, je ne voudrais pas être dans ses patins. Et souvent, après les championnats, les équipes sont influencées par le style de jeu de l'équipe championne. On a vu ça dans les années 90. Les Devils du New Jersey, tout le monde s'est mis à jouer la trappe. Tout le monde voulait les imiter. Je pense que dans le cas du Canadien, c'est ce qui va arriver, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. La recette du Canadien va influencer sur les autres équipes. Le cœur, la défense pesante. Ça, c'est sûr que d'aller devant le filet avec Weber, Chariot et Edmondson, ça fait mal. Un bon mélange de vétérans avec des bagues de la Coupe Stanley et des jeunes joueurs talentueux. Un gardien solide et surtout un esprit d'équipe. Et dans le cas de Dominique Ducharme, on voit qu'il enseigne à ses joueurs ce qu'il prône lui-même, l'intensité, le travail. On voit que ça fait partie de l'ADN maintenant du Canadien. L'image est véritablement changée. C'est vraiment notre coach pour l'avenir. Nous sommes en voiture avec Dominique Ducharme. Et en cette fin de période difficile du COVID, la Moses de COVID, le CH aurait été une source de rassemblement social incomparable. On va s'ennuyer du Canadien, mais dites-vous que le camp d'entraînement, c'est pour bientôt. Le camp débute, on va dire, début septembre ou environ. C'est seulement à 6 semaines d'ici. Je vous dis en terminant mon bilan en quelques phrases 2021 du Canadien de Montréal. Une très belle équipe avec beaucoup de caractère, un club bâti pour les séries. C'était vrai ce que disait Marc Bergevin. Le mot de la fin maintenant, merci à tous les chroniqueurs, les invités et surtout à vous d'avoir été des nôtres dans cette première saison. Je vous souhaite un bel été. À bientôt après un bel été chaud. On se reverra probablement au mois de septembre. Ici Stevie Ray. Bonne fin de soirée.